Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, Comme tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête et je vous jure, ça vaut le détour. François, on se connaît quasiment pas, on s'est vu qu'une fois, 10 minutes à peu près. Une demi-heure. Une demi-heure, Ouais. ok. Après, j'ai lu ton livre qui s'appelle Bipolaire. Ça, c'est adorable que tu l'aies fait. Non, c'est normal. Bah, déjà, Oui. tu me l'as dédicacé, la Oui, dédicace c'est vrai. était adorable. Mm. Et puis, ça m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, c'est un monde que je pensais ne pas connaître. Et en lisant ton livre, je me suis dit, tiens, je suis peut-être un peu plus concernée que prévu, quoi. Donc, en tout cas, ton livre, c'est un témoignage absolument à la fois bouleversant, drôle et complet, je crois, sur qu'est-ce que c'est qu'être bipolaire, parce que toi, tu as été de A à Z, hein, on peut dire. Disons que on est 2-3 malades à avoir fait des témoignages. Et surtout, je crois que je suis le seul à avoir expliqué ce qui pouvait se passer dans la tête d'un bipolaire. Ouais. Et donc, c'est un livre qu'on a sorti un petit peu avant le Covid. Et j'en étais très fier. Bah, il y a de quoi. Parce que il est coécrit avec une journaliste de France Télévisions qui s'appelle Juliette, qui m'a écouté pendant 3 ans. On a corrigé, on a beaucoup travaillé sur... on a beaucoup travaillé. Ouais, mais ça se sent, hein, parce que c'est très fluide Ouais. et en même temps, c'est très profond. Voilà, et c'est un livre qui raconte un petit peu... c'est l'histoire au départ, c'est l'histoire d'un jeune homme de bonne famille marseillais. Qui est toi. Qui est moi. Mhm. Qui a peut-être envie de grandir un petit peu plus vite que les autres, qui part très jeune de chez lui pour Miami, parce qu'il regardait peut-être à la télé Miami Vice à l'époque, et qu'il aime la plage, et qu'il aime la mer, et qu'il voulait peut-être inconsciemment partir de chez lui, où il n'avait pas ce qu'il voulait. C'est l'histoire d'un jeune qui, tout de suite, se retrouve à Paris, entre deux écoles, en fait, et qui comprend pas un peu la vie parisienne par rapport à la vie marseillaise où il a grandi. La vie marseillaise, c'est un petit peu la fête, la convivialité, les amis, la galéjade, comme on dit à Marseille, la rigolade, la qualité de vie, Ouais. le sport, la mer. On roulait sans casque, on faisait un petit peu ce qu'on voulait. C'était très, 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 très libre, Marseille. J'aimais beaucoup ça. Et je trouvais que les Parisiens, quand je passais à Paris, entre 2 allers-retours de l'école hôtelière de Lausanne, je trouvais qu'ils faisaient un petit peu... Les jeunes faisaient un peu la gueule, allaient au cinéma, sortaient du cinéma. Non, enfin, je comprenais pas. Moi, Ils étaient à la fois intello et gris, quoi. un peu gris et j'étais pas forcément compris. Ouais. Donc il y a vraiment il y a deux T'avais mondes. l'accent ? Un peu. Un peu, ouais. Un Donc peu, c'est mais- toujours très snob, Paris, par rapport à ça. Un en peu, plus. mais pas trop, parce que mes parents n'avaient pas l'accent Ouais. et que donc je l'avais pas trop pris. Mais c'est vrai que je comprenais pas tous les codes parisiens. Et c'est pour ça que j'étais content de repartir à Lausanne. Lausanne, où dès la 2e année d'école, la maladie m'a pris par derrière. Quand je dis par derrière, je t'ai pas vu arriver, tu vois. Donc, en 2e année d'école hôtelière, j'ai commencé un petit peu. J'étais quelqu'un d'hyperactif. J'avais envie de faire plein de choses. Je m'investissais beaucoup au niveau du BDE de l'école. J'étais beaucoup moins riche que les élèves de cette école. Donc, je me dépensais en faisant des extras dans les palaces de Lausanne ou de Genève. Et j'étais content, j'étais heureux. Voilà, je crois que j'avais la voiture la plus moche de l'école, mais c'était pas grave. Je me faisais cette école. T'avais les filles les plus belles dedans, peut-être. Oui, j'avais des copines et j'avais des copines. On se marrait bien. L'école est ultra intéressante. On parlait pas de réseau à l'époque, mais on se faisait des copains de toute nationalité. Et c'était pour s'adapter, c'était très bien. Je trouve que s'adapter, c'est important. Donc ça m'a aidé là-dessus. Mais c'était beaucoup de pression. Il y a beaucoup de Je me boulot suis dans mis la cette... pression certainement que je mélangeais un peu la fête, le travail et les études. Et puis un jour, je me suis mis à pleurer en classe. À la fin d'un devoir que j'étais persuadé d'avoir réussi. Je crois que j'ai eu 1 sur 10 ou un truc comme ça. Et je suis parti, j'ai pris ma voiture, je suis parti tel l'enfant gâté de Claude Lelouch, voilà, parce qu'à l'époque faisait la promotion au tournage de son film.
Et j'ai cru que, voilà, que tout le monde tournait autour de moi. Et j'ai commencé à avoir ces bouffées délirantes, ces crises de paranoïa, etc. Et tous mes amis m'appelaient, me cherchaient. Enfin, il n'y avait pas de portable à l'époque. Et moi, je ne comprenais pas que je déconnais. Et là, j'étais parti dans une autre sphère, c'est-à-dire complètement la perte du sens des réalités. Et c'est dangereux, parce que dans ces moments-là, on va en boîte de nuit, on s'exhibe, on se déshabille, on prend la route Tu bois beaucoup, on boit en beaucoup, même temps. on se drogue pas. Je me droguais pas. Ouais. Donc, c'est pas mon truc. Mais on s'exhibe, ça fait marrer tout le monde. On embrasse les jolies filles dans la rue, etc. On est très sociable, on se sent vachement bien. C'est comme si on était en fait drogué, qu'on avait des espèces de dopamine une partie de notre cerveau qui qui se sécrète de la dopamine, et c'est puissance 10 par rapport à la drogue, et donc on monte. Et au bout de 3 jours et de n'importe quoi, ou de plaisir pour moi, en fait, et d'inquiétude et d'angoisse pour les autres, ma petite amie de l'époque m'a convoqué dans une pizzeria, j'y suis allé, et en fait, il y avait tous les amis de l'école, il y avait un professeur de l'école, et je me suis retrouvé à la polyclinique de Lausanne, et 2 heures après, à l'hôpital psychiatrique, qui dépendait de la polyclinique de Lausanne. Et là, c'est l'angoisse totale. Donc là, on a très peur, on arrive dans vol au tunnel de coucou, ou dans un truc qu'on connaît pas. On vous propose une chambre à 2 ou le dortoir, et non, mais c'est vrai que et ça fait peur. Donc bah, vous avez horrible. peur, donc c'est mon plus grand cauchemar, moi. Non, ça n'arrivera pas. Et voilà, et là, vous avez peur, crise de panique. On est gamin, enfin, à 21 ans, on est gamin. Enfin, franchement, on n'est pas fini. On croit que, mais en fait... Non, on croit que... Voilà. Et là, on m'a piqué très fort, avec un neuroleptique extrêmement puissant. Et j'ai dormi pendant 4 jours. Et mes parents sont venus me chercher 6 jours après. La vedette de l'école que j'étais à l'époque a été obligée de revenir à l'école comme ça, comme un prostré devant tout le monde. Mes parents m'ont fait revenir devant tout le monde pour que le directeur de l'école me dise vous prenez vos vacances et vous reviendrez pour vos examens. Moi, j'étais incapable d'entendre ça. D'abord, j'avais développé des... T'avais honte? J'étais sous-dépressif parce que j'étais monté tellement haut que la dépression, quand on monte tellement haut et qu'on vous pique avec des neuroleptiques très puissants, la descente est très rapide. Donc c'est comme une camisole chimique totale. Donc on n'est plus rien, et puis on veut plus rien, et puis on comprend rien, et puis il y avait des enjeux soi-disant financiers pour l'école, il fallait que je retourne, etc. Et j'étais passé d'un personnage gai, joyeux, à quelqu'un d'extrêmement triste et qui n'était pas moi. Et je me rappelle très bien, après mes parents me ramènent donc à Paris, ce fameux Paris, qui est devenu ma ville maintenant, et ma ville... que j'aime maintenant, bien non. et là, j'ai été soigné comme un dépressif, sauf que j'avais développé ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Donc pour moi, j'étais persuadé que c'était le médicament qui faisait ça, mais j'avais des espèces d'orages dans la tête ou d'éclairs dans la tête. Et c'était très douloureux, c'était très bloquant, etc. Parce que ça existe vraiment, une maladie psychosomatique. Alors j'ai tout fait, scanner, machin, bien sûr, il n'y avait rien. Mais tu ressentais comme un orage oui, comme des petits éclairs tout le temps. Je pense que les gens qui ont des maladies de l'oreille interne peuvent avoir la même chose, par exemple. Ok. Et j'ai essayé le traitement, j'avais un traitement soft, et voilà. Et puis ça a duré, cette dépression-là, elle a duré quand même plus d'un an et demi. Je suis finalement retourné à l'école. Est-ce que là t'allais plus en boîte, t'allais plus rien? Là, je voyais personne. Comme ce qu'on appelle un peu un légume, ou un peu chez tu rentres disons chez toi. Que j'assurais mes petits plaisirs, c'était acheter le journal, boire un café, voir personne. Ouais. Et ça a duré au moins 18 mois comme ça. C'est tellement long. À cet âge-là, en plus. C'est très long. Ouais. Mais bon, il y avait quand même de l'espoir un peu après. Ouais. Donc après ce diplôme de Lausanne, service militaire, parce qu'à l'époque on faisait notre service militaire, et là j'avais un service militaire très, très facile à faire. J'étais maître d'hôtel d'un amiral pendant la guerre du Golfe. Donc, J'adore, non mais la vie de François, c'est la poésie pure. Et il mangeait rien.
Et ça tombait bien parce que j'avais fait Lausanne, mais je savais pas faire la cuisine, et pas très bien. Et donc, il mangeait une betterave, un toast, et un bout de poulet le week-end, et une pomme. Et Mais une il soupe. était anorexique, le mec. Et Quoi, je sais pas, il devait avoir un régime comme ça. Et avec lui, comme il était le patron des 3 bateaux qui débarquaient en Arabie Saoudite, ce qu'on appelle les groupements amphibies, où il dirigeait ça de son carré, on commentait la guerre du Golfe avec Jean-Pierre Pernaut tous les jours. Enfin, ça, c'était le... C'est magique. Enfin, Ouais. tu vois. Et moi, j'étais caché. Le service militaire, j'étais caché. J'étais un peu à l'abri parce que je craignais de revoir un peu mes amis, un peu ce genre d'amis qu'on a quand on est jeune, assez bourgeois, assez tropéziens, assez machins, qui veulent pas forcément te fréquenter. Mais moi, je voulais pas voir ces gens-là à l'époque. Ouais. Alors, dans ton livre, il y a les commentaires des gens qui t'ont connu à cette époque-là aussi. Et ça, c'est super beau. Oui. Ouais. Mm. C'est les gens qui disent, bah voilà, moi, je pensais ça. Et puis finalement, il arrive, il est comme ça. Et c'est très émouvant de voir aussi ce que les autres... Parce que tu racontes ce que tu as dans la tête et ce que tu vis. Et eux racontent ce qu'ils vivent de toi. Et c'est vrai qu'il y a une énorme dichotomie. Oui. Et en même temps, ça permet d'avoir une espèce de totalité de ce qui s'est passé. Et c'est très émouvant. Ouais, Voilà. je me rappelle encore ce moment-là. Grâce au livre et grâce au témoignage, j'ai pu aussi lire le témoignage de ma mère, notamment, sur lequel je suis pas d'accord. Ouais, bah. Autant celui de mes amis, plutôt rigolo. Et ils ont tous été surpris de plein de choses selon ce qui s'est passé. Mais après le service militaire, donc si je veux faire vite fait un fil, je pars au Club Med. J'ai toujours rêvé d'aller au Club Med. C'était mon truc. C'était vraiment, j'avais vu Popeye et ses copains. C'était mon film là, de jeune. Les bronzés. Oui, et puis c'était, voilà, je voulais partir au club, donc ça allait mieux, donc je m'inscris, et je pars au club. T'es prof de quoi? Non, j'étais prof de planche à voile Ah ouais. et surtout barman. Ok, Ce qui ouais. est très bien d'être barman au club parce que Bah, tu tout le payes monde pas y passe, ouais. oui, tu payes, voilà. Et oui. C'était club très libéré à l'époque. C'était où? J'ai je me fait rappelle Djerba plus. la Fidèle Ouais. et surtout Marbella. Ah, ok, d'accord. Dans un hôtel qui s'appelait le Don Miguel. Ouais. Mais j'avais fait, quand j'ai embauché au Don Miguel, j'avais fait la bêtise de sortir un soir chez Régine. J'étais tombé sur une jolie blonde avec qui j'avais une très belle expérience plutôt sensuelle et sexuelle et qui était soi-disant tombée amoureuse de moi et qui venait me voir tous les week-ends au club de Marbella. Et à un moment donné, je suis tombé faussement amoureux. Et au bout de 3 mois, elle m'a dit c'est moi ou le club. Donc je suis bêtement rentré. Ouais. Voilà. Enfin, t'es reparti pour Et vivre oui. avec elle, quoi. Enfin, pour. Oui, tu l'as et puis j'avais pas de suivi, maison, j'habitais Ouais. plus chez mes parents, donc j'habitais chez elle. Finalement, ça a squeezé au bout d'un mois. Et donc je devais retrouver un travail. Et c'est là où j'ai trouvé un travail extrêmement intéressant, qui était loin de mon niveau, mais que j'ai assumé pendant 3 ans, où j'ai dirigé 8 restaurants d'un garçon formidable qui s'appelle Daniel Braconnier, dans les Yvelines. Et lui m'a tout appris, enfin, à la fois la vie et à la fois la restauration. Enfin, du balai de shot au serveur, du serveur au bricolage, du concept. Enfin, j'ai vraiment tout appris et je me suis dépensé corps et âme pour lui, un peu trop, jusqu'à ma 2e crise en 94. Donc en fait, c'est à chaque fois un peu le surmenage, Oui. la pression. Moi, j'avais Qui oublié, fait que, oui, ouais. oui, j'avais oublié la première crise. Pour moi, c'était du surmenage. Je l'avais pas du tout accepté la maladie. Je la voyais pas. Mais il y a quelque chose en fait qui m'a beaucoup touchée parce que moi j'ai eu des phases un peu comme ça ou qui ne sont pas terminées aussi dramatiquement, mais des phases où je me dis de toute façon j'ai pas besoin de dormir. Je disais le sommeil est un mythe. En fait, on n'est pas obligé de dormir, on peut avoir plusieurs vies en une vie. Ce sentiment d'avoir plusieurs vies en une vie, de pouvoir tout faire et qu'il n'y a que toi qui peux tout faire parce que bah, Dieu t'a comme donné un espèce de don miraculeux qui fait que bah, toi tu peux être au four et au moulin. Et en fait, on voit pas qu'on se crame, quoi. Non. Et c'est un peu ça que j'ai senti dans ton livre et c'est ça que tu décris quand tu Ouais. t'occupes de ces 8 restaurants, tu te donnes à fond. Ouais. Et c'est ça, en fait, les gens se rendent pas compte que quand ils vont si bien, c'est qu'en fait, ils vont si mal, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui prémisse que ça peut tomber, quoi. Ouais. On l'oublie quand Ouais, on l'oublie. Mais après, il y a plusieurs choses. Moi, je suis très facilement gai, je m'amuse beaucoup. Donc, si je suis heureux dans mon travail et que je commence à le comprendre, je vais essayer de trouver plein d'axes pour améliorer le travail que je fais, etc. Donc, je vais payer de ma personne. Et à cette époque-là, j'ai 25 ans. Et franchement,
Je recommence à avoir un peu de sous, donc je m'amuse à Paris. Je suis en boîte. Finalement, je revois les gens que je voulais pas forcément revoir, et je vais en boîte, et en boîte, et en boîte. Et finalement, au lieu d'aller en boîte le vendredi et le samedi, j'y vais le mardi et le jeudi, et c'est n'importe quoi. Je conseille à personne d'aller en boîte ni le mercredi ni le jeudi quand on a un travail. Bah, à l'époque, je sais pas si tu as connu, il y avait le Queen le lundi. Oui. Alors là, ça, c'était le coup de bambou. Tu vas au Queen le lundi, c'est fini. Ta semaine, elle est morte, quoi. Ouais, ben, il y avait le Queen, et avant le Queen, il y avait le Niels de Michel Axel, Ouais. qui était pour moi la boîte la plus pour un jeune, c'était génial. On dansait, on dînait, et puis Michel Axel que j'ai rencontré, moi j'aimais beaucoup ce type-là. Et puis j'avais fait une soirée pour une association de sida, et puis je sortais beaucoup, c'est vrai. Et puis on remontait l'avenue, on allait se faire accepter ou pas par Sandrine, qui était la videuse du Queen de l'époque. Et le Queen, c'est un autre monde. Hein. Ouais. Voilà. Après, c'était pas trop mon truc. Ouais. C'était pas trop mon truc. C'était vraiment les débuts de la house music. Voilà. Moi, j'avais encore ce cadre un peu Philippe Corti, Ouais. un peu Bus Palladium, un peu. Bah, moi, c'était le bus. Hein. Ouais, Ça a ouais. toujours été le bus. Et Philippe Cortis, c'était le DJ de mon mariage. C'était beaucoup de chance. Et Philippe Corti, lui, m'a fait aimer la nuit quand il avait le Papagayo à l'époque. Ouais, bah, je me Pour rappelle. moi, les plus belles soirées de. Bah, les plus belles soirées de Saint-Tropez. Bah, oui. C'était magnifique. J'avais 21 ans, je gagnais bien ma vie parce que j'avais une école de planche à voile l'été qui payait mes vacances. Et donc je dépensais ce que je gagnais en cours de planche à voile dans les bouteilles de G&B de chez Philippe. Voilà. Voilà. Mais on rigolait. Hein. Ouais, bah oui. On rigolait bien. C'était vraiment une communion, une messe tous les soirs. David Guetta à l'époque était son poste DJ, il jouait la musique de messe entre 11h et minuit, et le roi Corti, ça a bien changé, hein. Ouais. Et le roi Corti arrivait et nous faisait rire jusqu'à pas d'heure. Voilà. Ouais, bah, je me rappelle, hein, j'y étais moi dans ces soirs. On a dû se Ouais, croiser et on le savait pas. Oui, on s'est peut-être croisés. Ouais. Voilà, Parce que moi, je préférais beaucoup le Papagayo aux caves. Ouais. Les caves étaient trop bourgeoises, ça puait trop le vieux qui Oui. veut baiser la jeune et tout Oui. ça. Enfin, il y avait un côté pupute Oui. que j'aimais moins. Alors que le Papagayo, c'était vraiment la fête. Puis j'adorais Corti et tout. Donc, Dans le cave, c'était très chemise façonnable. ouais, c'était très chemise façonnable, 3 couleurs. Monte Carlo Bateau, Ouais. Riva, Ouais. voilà. Et c'est vrai qu'elle a fait baisser la fréquentation de Jacqueline Vessière. Vessière. Il faisait Ouais. un enterrement de Jacqueline Vessière tous les soirs. Il faisait un gâteau qu'il faisait brûler. C'est Dame vrai. Jacqueline et tout ça. Jacqueline Vessière, c'était la patronne des caves du roi. Oui, quoi. pendant 30 Et elle ans. était aussi à Marbella d'ailleurs. Hein. Marbella, c'était, je crois, Olivia Valère. Olivia Valère. Ouais. Putain, j'ai confondu les deux. Quel Non, crime. non, c'est- Quel crime. Non, Olivia Valère qui Sacré avait, personnage aussi, qui ah avait ouais. des planches. qui avait les planches. Et avant les planches, ça s'appelait l'Apocalypse. Et à Saint-Tropez aussi. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, non. C'était fou en fait cette époque où les 3 femmes tenaient la nuit. C'était incroyable ces femmes. C'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi ces femmes tenaient la nuit Mais je comme crois ça que Régine avait un caractère extrêmement. Elle était vraiment forte. Enfin, elle gérait des hommes. C'était une femme. Elle aimait ça. Ah ouais, bah, c'était une des meilleures amies de mon père. Donc moi j'ai démarré ma vie sociale chez Régine à 15 ans. Donc pour moi c'était normal d'aller en boîte dès 15 ans. Quoi. Et c'était tenu. Les serveurs Ouais. avaient des. On pouvait C'était hyper dîner, beau. Hein. ouais. Le club était pour moi Ouais. le plus beau club de Paris. C'était chez elle. Moquette, Les miroirs au plafond. boule à facettes. Ouais, c'était fou. Et Voilà. alors du coup t'es là. Et donc je suis là, je m'éclate, je me prends pour un restaurateur. Je me suis dit voilà, à l'époque Jean-Louis Coste n'existait pas trop, mais je me prends un peu pour un développeur, un génie de la restauration. Et puis petit à petit je dérape. Et là je me rends pas compte. Mon patron, qui est mon ami aujourd'hui, qui a 86 ans, s'en rend compte, me dit un soir après un accident sur le périph', où je crois qu'une amie m'avait appelé, elle me dit rejoins-moi François, 2h du matin, et l'appel, ça s'appelle l'appel du sexe, hein, Bah oui, parfois, bah oui. donc je prends le périph' direction l'Aqua Boulevard, et au lieu de tourner à droite, je me prends tu sais, le gros bibendum qui est Ouais. entre le périph' et le machin. Je laisse la voiture là, où je la fais dépanner, et j'ai eu beaucoup d'accidents de voiture en fait. Celui-là était un peu chiant, mais je m'en sors et je rejoins quand même mon ami. Ah, ouais. Mais après, j'ai dormi tout de suite. Voilà. Et il me dit voilà, repose-toi une semaine, c'est pas bien, t'arrives de plus en plus en retard, etc. Et je lui dis non, Daniel, je suis là, t'inquiète pas. Et une fois de plus, je vois pas le truc venir. Jusqu'au jour où je démissionne. J'ai aucune raison de démissionner. Je dis voilà, ma lettre de démission, je vais monter des restaurants. Je fais le tour des 8 affaires, de la dizaine d'affaires que je gérais. Je dis voilà, je m'en vais, je vais faire d'autres choses. J'ai adoré travailler avec vous, mais je me casse. Et là,
Et là, J'adore, je me casse. et je me casse, et sans rien derrière, bien sûr. Et toi, t'es sûr que tout va marcher bien pour toi, que... Je suis sûr, mais sauf qu'à ce moment-là, je dors plus. Ouais. Mes propos deviennent ça dure 3 semaines, la crise, hein. Mes propos deviennent incohérents, etc. Et je prends des risques, je prends la voiture, je vais dire bonjour à toutes les prostituées du bois de Boulogne, je me casse en peignoir sur l'autoroute, je prends une douche dans une station-service et sans payer l'essence, je me fais arrêter par la police, mon père vient me chercher, etc. Et forcément, là, je me retrouve pour la première fois à l'hôpital de Neuilly, ou à Neuilly, parce que mes parents habitaient Neuilly. On me dit vous allez aller en psychiatrie, et je fais mon premier séjour en psychiatrie sectorisée, parce qu'à l'époque j'habitais Boulogne, donc à Villejuif. Ok. Voilà. Et là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Parce que c'est ce L'enfer. qu'on lit dans ton livre, c'est vraiment... Là, j'insiste, c'est vraiment l'enfer, parce que parce que tout s'arrête, parce qu'on sait qu'on est là pour longtemps, qu'on est avec des gens qui sont soit ils sont pas tous bipolaires, ils peuvent être schizophrènes, ils peuvent être agressifs, dangereux, on est mélangés, et le temps est très très long. Moi, je crois qu'ils m'ont enfermé dans une pièce pendant 3 jours où tout est fixé. Mais à ton avis, pourquoi c'est si cruel ? Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de bipolarité, on parlait de maniaco-dépression. Ouais. C'est une maladie qu'on soignait avec des médicaments très rustiques, donc des médicaments très forts, pour te faire redescendre le plus vite possible et te garder dans une dépression le plus longtemps possible, pour pas que ça revienne. Ah ouais. Ouais. Et donc là, c'est... C'est bizarre à quel point cette partie-là de la médecine a évolué si tard. Parce que même encore aujourd'hui, c'est pas au point, quoi. C'est mieux. C'est mieux, je sais. C'est mieux, mais parce que... ça met... j'ai toujours été fascinée par le fait que ça met tellement de temps à s'occuper de la tête des gens, quoi. Enfin, c'est pas que la tête, d'ailleurs, mais... D'abord, c'est le diagnostic est long, moi, ouais. Si tu veux. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont diagnostiqué, parce que bipolaire n'existait pas, mais maniaco-dépressif. Mes parents comme ça, tout le monde comme ça, les 2-3 personnes qui m'aimaient encore comme ça. Et moi, je passais mon temps Moi, tu sympathises avec les malades, et puis ils sont touchants. Et puis tu sympathises avec les malades qui te ressemblent un peu. Et ils sont très intelligents en plus, mais ils sont tellement... sans camisole, ils sont tellement rentrés, etc., qu'à la rigueur, j'étais pas tellement extraverti là-dedans, mais j'étais un peu plus... Mais il y en a il reste des regards, moi il me reste des regards, des réflexions, des choses... T'as un exemple, par exemple ? Des choses quelque chose qui t'aurait marqué Oui, des choses subtiles, oui. Des liaisons hommes-femmes, parce que c'est mixte, etc. C'est mixte ? Oui. Waouh. Donc parfois il y a des vieilles très nymphomanes... Tu peux trouver, il faut se protéger. T'as couché avec une vieille nymphomane ? Non, ouais. Oui, mais pas là. Oui, mais pas là. D'accord, ok. Oui, mais pas là. Mais par contre, j'ai sympathisé avec une jolie rousse qui était malade et qui, elle était traitée. Et ça, je déconseille tout traitement de ça par, tu sais, les électrochocs dans la tête. Oui, mais maintenant, ça s'appelle ça un autre nom. Et ça peut guérir, mais ça fait beaucoup de dommages collatéraux, ça fait perdre la mémoire, etc. Vraiment, je déconseille ça parce que tous les gens que j'ai croisés dans mes hospitalisations qui avaient des séances, mes parents voulaient m'y mettre. Je disais, non, je pas ça. Et t'as réussi à échapper à ça ? J'ai échappé à ça, ouais. Ça, c'est merveilleux. Quelle chance. Enfin, ouais. Quelle chance. Parce que ça, tu t'en remets pas une fois que c'est cramé. C'est cramé. Ouais. Il y avait un film incroyable dans les années 80 qui s'appelait Frances. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'était une actrice, c'était Jessica Lange. C'est son plus beau rôle. Et moi, j'ai vu ce film. Et en fait, je crois que j'ai toujours eu très, très peur des hôpitaux psychiatriques à cause de ce film-là. Et je te conseille de le voir parce que vraiment, c'était magnifique. Et à la fin, il règle le problème en lui faisant des électrochocs. Et elle est calmée, mais elle n'existe plus, quoi. Et c'était hyper triste, quoi, vraiment. Mais je conseille à tout le monde de revoir ce film. C'était le plus beau rôle de Jessica Lange. Ouais, alors je l'ai pas vu celui-là. J'ai vu Mr. Jones de Richard Gere qui a fait un film magnifique là-dessus. Mais voilà, j'insiste beaucoup sur l'enfermement parce que j'ai été enfermé en Angleterre. Contre ta volonté, enfin, à chaque fois. Oui, mais c'est bien. Mais c'est bien, mais j'aurais aimé que...
être soigné différemment. Et on va en parler un petit peu après, mais Ouais. j'ai rencontré un médecin extraordinaire qui fait que je suis stabilisé depuis 16 ans. Et, 16 ans? ouais. Ouais, parce qu'on se rend pas forcément compte dans le livre depuis combien de temps ça Mm. fait. Et comment Et- tu l'as rencontré, ce médecin? Ça, Non, c'est mais- drôle. Non, c'est drôle parce que je me marie, mon deuxième mariage en 2000, en 2008. Je crois que je me marie en 2008. Et la première chose que je fais à Marseille, dans ce magnifique, ce qu'on appelle au bout du monde, au Good, Ouais. un magnifique restaurant de pirates. Et je dors chez Gérald Paseda, qui a une maison grecque bien blanche que j'aime beaucoup. Et voilà, mais tout va bien, le mariage, je suis en pleine forme. Mais vraiment, je suis en pleine forme, j'embrasse tout le monde, je revois tous mes amis. En plus, c'est mon deuxième mariage et là, j'ai des amis qui viennent. Au premier Ouais. mariage, j'avais un ami, donc mais bon, c'est quand même. Et c'est Marseille, c'est ma ville, on danse, tout ça, machin. Et puis, une semaine après, on rentre à Paris, Boulogne-Billancourt. Et je commence à me sentir très bien, mais vraiment très bien. Là, je me dis, mais non, je me sens bien, mais rien de grave, quoi. Voilà, Ouais. je me sens vraiment en forme, etc. Et puis je dis, tiens, 15 jours après, je dis à ma femme de l'époque, je lui dis, écoute, on va à Saint-Tropez ce week-end. Bon, j'ai jamais trop d'argent, mais enfin, l'argent que j'ai, je le dépense. Ouais. Et donc, je prends 2 billets d'avion, on part à Saint-Tropez, on se retrouve au-dessus de Tahiti, là, à la Figuière. Et mais même de la sortie de l'autoroute, de la sortie de l'avion où je prends la voiture, où je commence à délirer, à parler de mafia qui me suit, on m'attend à Saint-Tropez, j'arrive à la Maison Blanche, je me moque un peu sur la place des Lys, je me moque un peu de tous les clients avec leurs petits pulls rouges, leurs petits machins. Et puis Cécile Chex, qui est l'hôtel que je connais depuis longtemps, nous attend. Et là, je me rappelle, on se couche, il y avait Ruquier à la télé, j'ai l'impression que les frères Bogdanov me parlent. Tu vois, enfin, là, je rentre dans mon délire, je me lève le matin, j'ouvre la vitre, je ferme la vitre, je nous protège. Parce que, donc, Sophie, ma femme de l'époque, apeurée. Et à 7 h du matin, je pars et je lui dis, je vais à Tahiti. En bas de l'hôtel, il y a une plage qui s'appelle C'est Tahiti. Tahiti, ouais. Et je fais toute la plage. Elle sait pas, mais après, c'est pas elle qui a une plage qui s'appelle Tahiti. Et je fais toute la plage de Pamplonne, qui est un sable un peu mouvant, un peu mou, c'est très dur, mais je la fais très bien. Force, machin, je vais Ouais. jusqu'à New Largo. Waouh, c'est loin. Hein. Ouais. Pour ceux qui savent pas, il y a au moins 5 km, 5-6 km Ouais, dans le sable mou. Ouais. Ouais, mais t'as la force. Ouais, t'as la force et tu souffres pas. Et j'arrive à New Largo et il faut savoir que le propriétaire de New Largo, Khaled, avait la même chose que moi. Ah ouais, il était bipolaire ouais, aussi. il était chiant et bipolaire. Et, Ok. et là, tout ça, je me retrouve avec... et je vais nager au ponton, je leur dis tous, je pars à Porquerolles. En nageant? En nageant. Ouais, Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et Ouais. donc, C'est 1h30 en bateau qui L'air va t'est très donné, vite. Hein. les quads de la gendarmerie de Saint-Tropez, les bateaux, et je suis à 100 mètres, hein, tu vois. Et je veux pas rentrer à la plage. Ah ouais. Et finalement, j'entre. Et là, ils me prennent, bam, ambulance, boum, cogolin, schlag, piqûre. Police, Ça fait mal, les menottes, piqûres, prison. ça Quoi. fait très mal, ces piqûres-là. Ouais. Ces piqûres-là intraveineuses, ça fait très très mal. C'est Et je dis intramusculaire là- ou intraveineuse? Ouais, c'est des trucs, Ouais, dans les fesses. ouais, des enfin, neuroleptiques, Ouais. tu vois, pas effet retard, effet tout de suite. Et je leur dis, mais tout va bien, bon, je vais me remettre. Je me retrouve au CHU de Fréjus, tu vois, de New Largo au CHU de Fréjus. Je partage la chambre avec un repris de justice, avec un flic devant la porte. Et là, j'ai un moment de conscience. Mais tu sais, ce moment de lucidité qui vient, tu sais même pas pourquoi. Et parce que tu commences tu commences à avoir compris ta maladie, c'est le début. Et je dis, voilà, il faut que je dorme. Donc je prends calmement, parce que là, en hôpital générique, ils n'ont pas le droit de te donner des médicaments forts, des neuroleptiques. Il faut que je dorme parce que demain matin, je vois le psychiatre qui va m'enfermer, soit à Paris, soit ailleurs. Et je dors. Je trouve 4-5 heures de sommeil, et le lendemain matin, face au psychiatre, comme toi et moi maintenant. D'accord. Alors toute la famille... Normal. Soi-disant. Normal. Hashtag. Oui, mais je joue un espèce de rôle de mec normal, mais non, etc. Le psychiatre un peu des années 68, un peu papa cool, me libère, alors que ma famille l'appelle de tous les côtés, il faut l'enfermer, il faut l'enfermer, il faut l'enfermer. Et moi, je me libère, je me retrouve sans rien, une chambre d'hôtel, pas d'argent, etc. Donc je prends un taxi sans argent pour retourner à Saint-Tropez de Fréjus.
Mon ex-femme m'avait laissé de quoi un peu manger, tout ça, dans la chambre d'hôtel au bord de la piscine. Et je me démerde pour... je crois que le chef de cuisine me loue une voiture. Et me voilà parti sur Marseille, je ne sais pas pourquoi. Un jour où tout dégoulinait, où il y avait mais vraiment, c'est un jour un jour où il y avait des... Tu sais, des grosses pluies. Ouais. Des grosses pluies, l'autoroute était amphibie, voilà. Je vois un copain à Marseille qui me met dans le train. Et là, ils veulent m'enfermer ma femme me dit, on va t'enfermer. Je dis non, je reprends un taxi. Et avec la carte bleue de la société pour laquelle je travaillais, je vais à Roissy. Je dors au Hyatt de Roissy où je prends de visu toutes les hôtesses pour des escort girls, parce que là, ça n'allait pas du tout. Et finalement, je dors. Je suis désolé. Hein. Non, mais c'est... Et je reprends l'avion pour Saint-Martin, Comme qui est mon île cachée. À Saint-Martin, un ami avait réservé une chambre pour moi au Radisson de Lens-Marcel. Et je dors pendant 3 jours. Et j'ai jamais été enfermé. Et 15 jours après, j'étais à Paris et je pouvais voir ma fille et tout ça. Mais là-bas, tu t'es vraiment reposé, t'as pris la mer, ouais. Et t'as dormi sans médicaments ou avec Si, parce qu'il m'avait mis... le directeur de l'hôtel, qui est un pote, m'avait mis les médicaments et les femmes de chambre passaient derrière pour savoir. J'avais cette lucidité de prendre les médicaments. D'accord. Et ça a été source d'espoir pour moi. Comme quoi, quand je poussais vraiment les choses à bout, j'avais une solution. Qui était d'aller dormir et de te reposer. Dormir, de me reposer, de voir personne. Parce qu'en fait, c'est comme c'est comme une surchauffe de... Oui. Enfin, c'est comme une hyperactivité qui déclenche une hypersensibilité, qui va déclencher aussi tu peux être irascible, énervé, etc. Violent, etc. Voilà. Non, toi non, mais... Dangereux pour moi, oui. Dangereux pour toi, toi, moi oui. j'étais très gentil avec les gens. Ok, bon bah c'est déjà... C'est très apathique. Et puis voilà, et puis juste après, il y a eu plein de choses. De toute façon, si les gens ont envie de découvrir, il y a ce livre qu'ils peuvent lire et où il y a un peu toutes les histoires. Ouais. Et puis tu rencontres ce médecin qui va changer ta vie, en fait. Ouais. Bah justement, après Saint-Tropez, je rencontre, et après Saint-Tropez. Et il m'a dit, voilà, il faut prendre tel médecin. J'ai rempli le test. Ouais. 400 questions. Il m'a dit, vous êtes bipolaire 1. Et je dis très bien. C'est un test qu'il a fabriqué lui-même? Oui, ouais. Une grande partie. Parce que sinon, on te l'aurait déjà fait depuis longtemps, ce test. Oui. Donc, c'est vraiment lui, particulier c'est à vraiment lui. Un spécialiste des troubles de l'humeur. D'accord. Ils appellent ça des troubles de l'humeur, mais je dirais des troubles aigus de l'humeur. Ouais, bah oui. Voilà. Ouais, parce que moi, j'en ai des troubles de l'humeur. Voilà. Et toute femme qui a ses règles a des troubles de l'humeur aussi. Enfin bon... Voilà, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est aigu. Aigu. Et voilà, et j'ai commencé à prendre un traitement, et ça fait... qui est un traitement à base de lithium et théralite. Ouais. Avec un tout petit neuroleptique que j'ai arrêté très vite. Parce que ça me plaisait pas. Il m'a pardonné. Et j'ai pris une petite molécule de lithium qui est la molécule originelle qui s'appelle la dépakine. Ouais. Qui me permet de vivre tout à fait. Il n'y a que ce médecin, en fait, que tu as trouvé qui connaissait le bon traitement, le bon dosage. Il y a d'autres médecins. Après, on m'a dit c'est le meilleur. Et par chance, vraiment par chance et par relation, il en faut un peu, j'ai eu ce médecin. Ouais. Voilà, que je vois maintenant. Mais tu m'as dit qu'il avait arrêté de prendre des nouveaux... Oui, il a arrêté après. Ouais. Voilà. Il s'occupe plus de nouveaux patients. Disons que il voit trop de monde. Après, ça doit être... À l'époque, il disait ça aussi. Hein. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il allie à la fois psychothérapie, avec 3 psychothérapeutes vraiment spécialisés sur ces troubles-là. Ça fait 16 ans que tu n'as pas eu de crise, en fait. Non. Et est-ce que c'est pas trop... Est-ce qu'il y a des jours où tu as envie de ne pas prendre les médicaments? Non. Non, je les prends. Ouais. Donc en fait, quand tu les prends, c'est vraiment tu reconnectes avec le vivant, le bon... Enfin... Mais l'avantage de ces médicaments, c'est que je peux danser, je peux baiser, je peux boire, je peux fumer, je peux faire la fête. Enfin, sauf voilà, j'ai gardé le... En fait, tu te ressembles avec ce traitement. Tu es qui tu penses que tu es depuis le début, en fait. Ouais, peut-être ça donne la pêche un peu. Ouais. Et surtout, j'ai appris à dormir. Tu vois, ce côté jeune, fou. Il doit bien y avoir un truc avec le sommeil. Il a peur de dormir ou quelque chose comme ça, quand même.
Ouais, enfin, je crois que le sommeil est source d'équilibre pour tout le monde, Ouais. et encore plus pour nous. Enfin, pour Mais moi. pourquoi toi, tu voulais... Enfin, Parce que parce qu'on se sent invincible, parce qu'il peut rien nous arriver, parce qu'on a, dans ces moments de crise, on a une confiance hors norme. Mais voilà, jusqu'au jour où être complètement déconnecté de la société. Et puis moi, il m'a fallu quand même beaucoup d'années, donc de ma première crise à Lausanne en 88 jusqu'à ma toute dernière il y a 16 ans. ouais. Il m'a fallu vraiment, euh, adopter cette maladie et puis garder quelque chose aussi de cette maladie. Qu'est-ce que tu as gardé, tu dirais? Je- je- Alors, d'abord, la première chose très importante, c'est que quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, tu peux plus déconner. Et D'accord. j'ai eu une fausse alerte un peu après qu'elle soit née. J'ai eu le dernier, l'avant-dernière hospitalisation, j'ai dit, c'est fini. Donc, je voulais faire papa, mais bon Ouais. papa, et papa là, et voilà. Et Elle a quel âge, là? elle a 18 18 ans, ans. elle voit mon médecin, elle a été diagnostiquée un peu cyclotimique. Ouais. Voilà. Bon, écoute, C'est quoi la différence entre cyclotimique c'est et très bipolaire? proche. Ah, bah, je pense que c'est ça que j'étais, moi, cyclotimique. Et ta question d'avant était très importante. Sur le sommeil? Oui, non, tu as dit autre chose. Oh, j'ai pas de mémoire, moi, tu sais. C'est le poisson rouge. C'est pas par rapport au sommeil? Pourquoi t'avais peur de dormir ou des choses comme ça? Non, 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 mais Parce que pour moi, c'est toujours lié à l'enfance, voire à la petite enfance. Ah, Peut-être à la peur de la voilà. mère que le bébé meure ou des choses comme ça. Moi, je pense, moi, je pense que mes parents le contestent et mes parents sont... Enfin, ils ont l'air durs, tes parents. Enfin, Mes parents vont pas comprendre et donc je suis le seul fautif de ce qui m'est arrivé. Je pense que j'ai cruellement manqué d'amour. oui, Et j'ai dû agiter, j'ai dû prouver, j'ai dit j'existe. Et quoi que je fasse, j'avais pas. Tu diriges 8 restaurants à 25 ans, t'en montes deux pour toi après. Quoi que je fasse, c'était j'avais bien, je faisais un métier d'esclave parce que je servais les gens, mes amis étaient pas bien, ma petite amie était pas bien, et puis on n'avait pas les mêmes avis quand on déjeunait, quand il y avait un déjeuner, etc. Donc moi, voilà, je dis pas que c'est la... Mais je dis que l'amour, c'est important, et parler, dialoguer, même, on n'est pas sûr d'avoir un résultat, moi le premier avec ma fille, mais en tout cas t'as pas du tout ces rapports-là avec ta fille. non. C'est ton ami, ta fille. Enfin, c'est Mon ton... ami, c'est ma fille, c'est l'amour de ma vie, c'est tout. C'est Bah, vraiment je tout. sais. Voilà, donc j'essaie de comprendre ma fille quand ça va pas, je l'encourage dans ce qu'elle fait, c'est bravo quand il faut, et c'est même bravo quand il faut pas, enfin tu vois. Et je crois que j'ai manqué de ça, et je crois que j'aurais pu être bien sûr hypersensible, mais pas développer toujours prouver aux autres, ce besoin de reconnaissance, ça c'est important, que j'ai appris. Reconnaissance, c'est un mot que j'aime bien disséquer à chaque fois, hein, parce que c'est la naissance. Co-naissance, c'est naître avec, et reconnaissance, c'est renaître avec soi-même, quoi. Et c'est pas que... C'est pas... En fait, bizarrement, moi, je rencontre forcément beaucoup d'acteurs à cause de mon métier, Ah bon? et tout le monde est en recherche absolue de reconnaissance. Je pense que c'est pour ça qu'ils font ce métier. Et ça vient toujours de ce lien incroyable avec les parents, en fait, où ils n'ont pas été assez vus, où ils n'ont pas été assez touchés, où ils n'ont pas été assez reconnus, justement, dans leur existence propre. Et du coup, il y a ça qui... c'est marrant, au moment où on parle, il y a un bébé qui hurle. Eh ben, vous avez intérêt à le reconnaître vite, sinon, on va voir comment il va tourner. Mais non, je ne sais pas ce que c'était, cette question incroyable que Si, je j'ai l'ai posée. retrouvé. Ah, putain, génial. Ouais. Et qu'est-ce que tu as gardé? Tu m'as dit, qu'est-ce que tu as gardé de cette maladie-là de bien? Ah, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de conserver, etc. Ouais, parce que tu m'as dit, j'ai aussi des choses Oui, que j'ai envie de garder. oui, je garde des choses, je garde. Je pense que grâce à cette maladie, on se connaît très bien soi-même et qu'on essaye d'être, même si on ne l'est jamais, mais le plus proche de soi-même sans jouer quoi que ce soit. Ça, c'est l'idéal, mais en jouant le moins de choses possible, en étant soi-même. J'ai gardé aussi le rapport à la nature. Parce que pendant mes crises, j'ai eu des trucs incroyables et je ne l'ai pas gardé complètement parce que sinon c'est de la folie, mais j'ai gardé ce côté
Ce côté, arrête de faire tomber la pluie, danse avec la pluie, le soleil vient pour toi. Et les arbres te parlent voilà, à travers... pas vraiment, les arbres ne parlent pas, mais le vent, je suis très, 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 très sensible à tout ça, au vent, aux plantes. C'est pour ça que j'ai des palmiers sur mon balcon et ça me rappelle les Antilles quand j'ai. Voilà. Et je garde ça parce que je crois qu'il y a des choses dans la vie, et ça j'en suis certain. Par exemple, là en ce moment, depuis 1 mois et demi, quoi que je fasse, je touche ma poche, il y a mon briquet qui tombe. Ça veut dire arrête de fumer. Et il y a plein de signes comme ça. Il y a plein de signes comme ça que je reçois et je les interprète pas en délire et je les interprète avec plaisir. Voilà. Ben, ce que tu dis, pour moi, ça me touche énormément parce que je pense que le monde va mal parce qu'on ne sait pas le recevoir. On veut le pénétrer, on veut le dominer, mais on ne veut pas le recevoir. En fait, c'est sous un trip de champignons, moi, que j'ai eu l'information « la vie te veut du bien », qui n'était pas du tout une phrase... pour moi, la vie me voulait du mal, il fallait que je lutte, il fallait que je la combatte, il fallait que je reste debout et que je m'en sorte. Parce que c'est ça que j'avais appris dans mon enfance et que c'est ça que j'avais appris tout le temps et que très peu de gens voulaient mon bien, et en tout cas que la vie voulait pas mon bien. Et puis d'un coup, quand j'ai percuté sur le fait que la vie voulait mon bien, mais c'est un calme absolu qui se fait en toi à ce moment-là. Je crois que quand tu parles de recevoir la nature, c'est de ça dont tu parles en fait. Bien sûr. C'est où tout à coup, tu es dans un dialogue. Mais du coup, est-ce que tu dirais que tu es croyant ? Est-ce que c'est une croyance en ce que des gens peuvent appeler Dieu, ou c'est juste une croyance en la vie, ou tu appellerais ça Moi, par exemple, je suis très fusionnel avec l'eau. Ouais, bah ouais. Alors, il faut savoir que l'eau, moi, c'est ma vitamine. Hein. Tu mets le soleil et l'eau en même temps. C'est pour ça que je fais souvent. Je nage pas très loin parce que j'ai peur des requins dans les Caraïbes. Mais il faut toujours nager d'ailleurs à ce niveau-là. Dans les Caraïbes, ça joue. Parce que les requins sont pas là, quoi. Voilà. Et encore parfois, sac. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'eau. Moi, j'ai été professeur de planche à voile pendant 7 ans. Ça m'a marqué. J'étais marqué par le soleil. Je sortais du Papagayo à 9h, j'étais dans l'eau. Pas tous les soirs au Papagayo, mais à 9h, je donnais mon dernier cours de planche à voile à l'époque où les jeunes filles de bonne famille prenaient des cours de planche à voile. Je te parle d'un monde ancien et je gagnais 80 francs par demi-heure. Je louais mes planches sur le golfe de Saint-Tropez et j'étais toute la journée. J'étais très beau à l'époque. Chocolat, magnifique, François. Et je gagnais ma croûte comme ça, je gagnais beaucoup d'argent, j'achetais mes planches, etc. Ça faisait des bébés, j'ai fait ça 7 ans. Mais l'eau et le soleil, ça me donnait une pêche, mais Est-ce que tu as la même chose avec les lacs ? Oui. Ouais, aussi. Ouais. J'ai l'eau, les lacs. Ouais. Même la douche le matin, en fait. Oui, quand j'ai un problème, j'ai souvent des problèmes à résoudre le matin. Je prends la douche, ça va mieux après. Moi j'ai ça aussi. Marche aussi. Quand j'ai vraiment des problèmes, je prends un bain le soir. Là mais je mets du sel dedans. Ou la marche la forêt, ça me parle beaucoup aussi. Ouais, la forêt. La montagne, ça me parle, j'ai besoin de tout ça. Alors, pour répondre à ta question... Du coup, t'habites où ? T'habites en nature ou non, t'habites à Paris ? J'habite à 400 mètres de mon ancien lieu du Bois de Boulogne. Ok. Qui est un terrain que j'ai pratiqué dans ma jeunesse. Ouais, on voit dans le livre que tu pratiques beaucoup aussi tout le rapport aux prostituées, à la sexualité, comme une consommation, comme une gloutonnerie en fait, et en même temps comme un apaisement. Comme une compagnie aussi. Donc j'habite à 400 mètres de ce bois où je vais plus, parce que d'abord il est dangereux, mais je vais courir et ça me fait un bien fou, parce que dans cette société très parisienne où j'ai tendance à quand même toujours beaucoup travailler. Tu fais quoi aujourd'hui Moi, je fais des cartes de vin pour les restaurants. Donc, je suis représentant de châteaux, de domaines, de vignerons. Et autour de ça, j'essaye d'animer mon métier en formant les staffs de restaurants, en conseillant certains restaurants. Et puis voilà. Ça marche très bien, je crois savoir. Ouais. Ça va, ouais. Après, je dépense beaucoup. Oui. Ouais. Je viens de faire un stage sur la relation à l'argent parce que j'ai une relation vraiment naze à l'argent. Ouais. Enfin, moi aussi. Je dépense toujours un peu plus que ce que j'ai. Donc, je suis toujours un peu en pression pour gagner de l'argent, pour pouvoir survivre. Et en fait, j'ai réalisé avec ce stage que c'est pas un rapport à l'argent, c'est un rapport à la famille, en fait. Que l'argent, le rapport qu'on a à l'argent, c'est le rapport qu'on a à la famille. Et ça m'a changé beaucoup de choses, en fait. Depuis que je mets le mot famille à la place du mot argent. T'as plus d'argent. D'argent. Disons que j'ai envie d'y faire plus attention. Sans que ça ait l'air pingre ou... Je sais pas, peut-être j'ai toujours eu... c'est vrai qu'il y a un côté jouissif. Alors, moi, je parle en tant que femme, de pouvoir sortir la carte bleue, de pouvoir inviter des gens, de pouvoir faire des grandes tables et les inviter, etc.
Moi, je sens comme une jouissance d'homme, j'ai l'impression. C'est comme ça que j'imagine la jouissance d'un homme. C'est avec en sortant ma carte et en invitant des gens au restaurant. C'est débile, mais bon, c'est comme ça. Et, et j'ai remarqué, en fait, c'est aussi parce que j'ai justement, j'ai pas confiance qu'on va m'aimer juste pour ce que je suis, même si je sors pas la carte ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là que j'ai pas forcément confiance qu'on peut juste m'aimer si je suis là, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc lié à la toute petite enfance que tu as probablement connu aussi, quoi. Enfin, Qui plus est que toi, t'es connu. Et quand tu te poses la question, est-ce que c'est genre, parfois ça peut arriver quand on est connu dedans? bah en fait, j'ai pas tant d'amis que ça. D'accord. J'en ai eu beaucoup. Enfin, quand je fais des fêtes, il y a 350 personnes. Hein. J'ai pas de problème à mettre 350 personnes chez moi en une journée de coup de fil. Puis les gens savent que je fais des super fêtes, donc ils viennent tous. C'est cool. Mais je suis partie vivre 4 ans à Los Angeles. Je suis un peu en train de revenir. Et les gens qui ont vraiment envie de me voir et que j'ai vraiment envie de voir, il y en a moins que 10. Je pensais qu'il y en avait 50. Ça m'a fait beaucoup de peine et en même temps, ça me fait presque du bien. Parce que ça me calme justement sur cette espèce de frénésie de gens. Parce que c'est vrai que comme moi, j'ai pas pu me constituer avec le regard aimant d'une mère sur moi, petite, etc., je me reconstitue dans le regard des autres. Mais du coup, c'est épuisant parce que en même temps, cette recherche d'attention permanente, ou en tout cas de regard permanent sur soi, c'est très fatigant. Et de pouvoir être juste moi-même, seule, même dans Paris, et de l'assumer, c'est ce qui me fait le plus chavirer à Paris. C'est ce qui fait que j'aime pas beaucoup cette ville parce que justement, il y a un manque de nature pour moi. Il y a un manque d'eau, il y a un manque de soleil. Enfin, moi, tout ça, ça me parle beaucoup. Mais maintenant, j'arrive à vivre ça parce que j'ai vécu 4 ans à Los Angeles et que j'ai été bercée dans les palmiers pendant 4 ans, quoi. Très bien. Et vous, Lisa Azuelos, vous profitez de la vie? Eh ben moi, je profite de la vie. Ma vraie passion, c'est bronzer. Voilà. Je veux bien vieillir, mais je veux pas être blanche. Je veux être bronzée tout le temps. Je préfère être vieille et bronzée que vieille et blanche, quoi. Voilà. Et surtout, je m'endors au soleil et je me réveille. J'ai beaucoup transpiré. Et là, c'est le top. Je sais que j'ai gagné ma journée. Et je sais pas, ça me fait hammam, quoi. Amen. Allez, amen. Amen. C'est la fin. Merci François. Merci à toi. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azuelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.